Bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh Dans bien, live. voilà, nous n'avons que 2-3 minutes de retard, mais le miracle s'est opéré. Nous avons réussi, Jean et moi, à se connecter. Enfin, il a réussi à se connecter à la chambre de conférence. Alors, dites-moi ici en dessous dans le chat, avant de commencer, si vous m'entendez. Bonjour Marc. Ah, on ne se connaît pas. C'est la première fois qu'on se voit. Alors, est-ce que tout le monde, est-ce qu'on nous voit? Est-ce qu'on nous entend? Dites-moi dans le chat si vous me voyez et si vous m'entendez. Dites-moi. Alors, Marc Sévard, ok. Thierry Peretti, bonsoir Thierry. Parfait, Thierry m'entend. Est-ce que Marc m'entend? Voilà. Est-ce que Thierry, c'est bon? Thierry, il était déjà hier. C'est bien d'être revenu. Alors, je vais vous demander quand même, voilà, Marc me dit oui, c'est parfait. Je vais vous demander quand même de faire plusieurs choses avant la conférence. D'abord, d'aller vous chercher de quoi boire, parce que on en aura pour, je ne sais pas si elle va durer 1 heure et demie, je n'en sais rien. Donc, allez chercher de quoi boire. Coupez tout ce qui peut manger votre bande passante, ou occuper de la bande passante, c'est-à-dire fermer vos autres fenêtres. Dites à vos enfants, si vous en avez, ou à votre compagne ou femme, de ne pas être sur Internet à ce moment-là. Surtout si vous n'avez pas une connexion très haut débit. Ça, c'est une chose. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire encore? Oui, isolez-vous quand même pour ne pas être dérangé par les voisins qui viendraient vous sonner pour vous demander un œuf, une botte de beurre ou que sais-je. Donc voilà, envoyez les enfants dans leur chambre et interdisez-leur de regarder Internet. Ça, c'est une chose, du moins pendant le temps que voilà, ce sont quelques consignes. Alors, j'espère donc que nous allons passer une bonne soirée ensemble. Oui, encore mes excuses pour hier, mais vraiment tout à fait indépendant de notre volonté. On n'a pas pu se connecter. Alors, j'ai oublié de me présenter. Moi, je suis Eric. Je suis naturaliste, guide nature, mais également, si je peux dire, cryptozoologue, même si le titre n'est pas reconnu. Et ma spécialité, c'est plutôt ces derniers temps les hominidés reliques et spécialement le Sasquatch Bigfoot américain. Alors, nous allons accueillir Jean, qui, je vais d'ailleurs lui céder la parole. Bonjour. Moi, j'interviendrai comme je l'ai fait les fois précédentes. Moi, j'interviendrai de temps en temps pour lui poser des questions. On fera sous forme de dialogue, donc c'est pas une conférence où il sera tout seul à parler. Moi, je le ferai. Alors, s'il y a un problème d'image, par exemple, si elle n'est pas bonne ou n'importe quoi, on peut demander à Jean de le faire alors en podcast et on coupera le tout à ce moment-là. Alors, qui est encore qui vient nous rejoindre? Oui, Denis, Marc, un autre Marc, effectivement. Jacques, je ne connaissais pas, et Marc non plus, on ne se connaisse pas encore, mais c'est très 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 chouette. Alors, on avait mis à 21 heures. Pourquoi si tard? Parce que un de nos amis qui nous rejoint souvent ici, c'est Jean Palisi, ben il m'a dit non, pas 20 heures parce que je ne serai pas là, mais 21 heures. Alors, il est là, voilà, son image, ok. Bonjour Jean, génial. Génial. Alors, on va commencer. Il devrait y avoir peut-être encore l'une ou l'autre personne qui m'avait dit qu'elle viendrait. Bon, ben, elle rejoindra, c'est tant pis. Bien, alors, je vais donc un petit peu me déconnecter d'ici et laisser la parole. Voilà, on va D'abord, laisser. bonsoir à tous. Moi, bon, vous me voyez un petit peu dans le fond, je peux me retirer, mais c'est pas grave. Alors, Jean, bonsoir Jean. Bonsoir Eric. Bonsoir tout le monde.
Alors, dis-moi, raconte-moi un petit peu, fais-moi un petit peu ta biographie. Quand est-ce que tu es né? Qu'est-ce que tu as fait comme études? Qu'est-ce que tu as fait comme profession? Et voilà, Alors, commençons je par. suis né, bon, il y a, bon, je suis Jean- né il y a, bon, ça fait 67 ans. Qu'est-ce que je peux dire? Bon, carrière, d'abord, je pensais comme plutôt fonctionnaire. J'en suis sorti, je suis à la retraite. Il suffit de vieillir suffisamment. Et donc, j'ai toujours eu cette passion depuis qu'on m'a offert Tintin au Tibet pour je ne sais plus quel Noël ou anniversaire, pour les bons hommes un peu humains, pas tout à fait quand même, et le problème qu'ils posent. Bien, alors tu m'as envoyé donc tu m'as envoyé un message quand tu m'as dit OK, je veux bien le faire. Tu as répondu à mon invitation et tu m'avais envoyé certaines choses, et notamment le titre de la conférence. Moi, elle m'avait j'avais bien aimé ce titre. Qu'est-ce que tu m'avais dit? Rappelle-moi un petit peu, mais je peux le retrouver ici tout de suite. Voilà, je Euh, l'ai. Alors tu m'avais Trop dit humains voilà, trop humain pour être des animaux et trop animaux pour être. pour Alors, des humains. pour être pour des humains. Alors, tu peux m'expliquer un petit peu le sens de cette phrase? Euh, je ne sais pas comment je pourrais approfondir. Je veux dire par là que on a des normes de comportement, des règles de morale, etc., par rapport aux animaux. Bon, on ne doit pas les faire souffrir inutilement, etc. On a d'autres beaucoup plus rigoureuses par rapport aux humains. Elles sont incompatibles. On ne peut pas traiter un humain comme un animal et on ne peut pas traiter un animal comme un humain. Alors, si on est dans l'ambiguïté, il y a quelque chose qui coince. Alors, Ah, la position la plus répandue est de dire que de toute façon, il y a, le problème ne se pose pas puisque les animaux les plus humains que l'on connaisse, à savoir les chimpanzés et bonobos, sont clairement des animaux. Enfin, il commence à y avoir des chipotages d'ailleurs. Les gens oui, voudraient leur accorder des droits spécifiques ou les intégrer dans le genre homo. C'est-à-dire que le chimpanzé ne serait plus pan-troglodytes, mais qu'il serait homo-troglodytes. Et on oui, devrait avoir des droits, on devrait leur donner des droits spécifiques, comme interdiction de les chasser, par exemple. Il y a des gens qui oui, militent pour ça. oui, tout à fait. Tout à fait. Ils ont peut-être pas tort, mais on va pas entrer dans le débat à ce niveau-là. Bon. Euh, pour le moment, quoi, peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais pour le moment, on ne va pas entrer dans ce détail-là. Alors, tu me disais également, euh, attends, je retrouve ton texte ici. Oui, tout à fait. Alors, tu m'écrivais aussi que en fait nous avions un dossier tout à fait énormément d'éléments pour quelque chose qui n'existait pas et Trop d'éléments. trop d'éléments peut-être pour quelque chose qui n'existe pas et trop peu d'éléments pour quelque chose qui existe. Est-ce que tu peux me développer cela? Alors, trop d'éléments pour quelque chose qui n'existe pas. Oui, bon, il y a des milliers de signalements, de témoignages visuels, de prises de vue aussi quand même, même Mhm. si elles, même si elles sont, Alors, par la force des choses, elles sont contestées. Bon, il y a le certains fait que, c'est ça, hein. Effectivement, il y a beaucoup de canulars là autour de cela, hein. Il suffit d'aller voir sur YouTube pour s'en rendre compte, quoi, hein. tout à fait. Oui, et le dossier. Néanmoins, il y a un certain nombre de choses dont on ne voit pas comment elles auraient pu être truquées ou fabriquées ou tout ce qu'on veut. Et néanmoins, bon, à partir du moment où un animal, pour ne prendre que le cas du Bigfoot, est signalé dans quasiment les 50 États des États-Unis, ce n'est pas possible qu'on n'ait pas eu un cadavre quelque part. Quand on se promène aux États-Unis en voiture, de temps en temps, sur le bas-côté, on voit un cerf, un raton laveur ou que sais-je, qui a été écrasé. Pourquoi jamais un Bigfoot? Il y a des milliers de témoignages de gens qui en ont vu la nuit devant leur phare traverser devant eux.
Il y en a Oui, qui ont eu du mal à l'éviter. Il y en a qui se sont plantés dans le écart à cause d'un Bigfoot qui traversait inopiné par la route devant eux. tout à Il y a fait. des témoignages en ce sens. On peut bien sûr les contester. On peut. Alors, comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus d'éléments, qu'on ne croule pas sous les cadavres ou sous les individus capturés, empaillés ou apprivoisés, ou que sais-je, dans des cages? Qu'est-ce que tu penses des témoignages de certaines personnes, et je pense notamment, je crois que c'était, comment elle s'appelait encore, pas Mary Carter, je ne sais plus comment elle s'appelait, qui prétendait Qui- avoir eu des contacts avec des Bigfoot, avoir eu pendant des années des Ah oui, contacts. l'affaire Fox. Voilà, Oui, c'est dans le Tennessee. oui, tout à fait. Donc, il y a eu de personnes qui, effectivement, affirmaient avoir eu des contacts réguliers, vivre à la limite quotidiennement pendant des années avec des Bigfoot plus ou moins apprivoisés. Euh, c'est une histoire bizarre. Pour moi, qu'à la limite, je ne sais pas quoi en dire. Tu sais pas quoi on dit. Bon, et d'abord, on peut se dire, avec, comment se fait-il qu'il n'ait jamais pensé à prendre une photo? Bien sûr. Mais bon, le fait est qu'ils n'ont pas fourni de photo. Oui, ça c'est déjà très Et, curieux qu'ils aient rien fourni d'éléments. et c'est une Voilà. histoire de fou, comme il y en a beaucoup dans ce dossier. Oui, effectivement, effectivement. Alors, c'est un peu dommage que ce dossier soit pollué, je dis, par des pseudo-chercheurs comme Biscardi, par exemple. C'est un des cas parmi d'autres, hein, dont tu connais certainement Oui. l'existence de Biscardi et toute sa clique. Hein. Et il y en a d'autres. Moi, je trouve que c'est quand même un petit peu dommage que des gens comme ça polluent un petit pollue le dossier en question. Qu'est-ce que tu en penses? Je me demande si ce n'est pas inévitable. Ce que je constate aussi, c'est que, bon, on pose la question à chaque fois, on parle de théorie du complot, mais après, il faut quand même bien qu'il y ait une explication. Bon, il y a aussi des témoignages de gens qui affirment que, dans telles circonstances, ils ont vu un Bigfoot, je parlais de ceux le long de la route, Mhm. écrasé. Il y a des gens qui affirment avoir vu ça, qu'il y a des policiers sur place qui leur disaient circuler, rien à voir, la formule classique, enfin, l'équivalent américain, Oui, tout à fait. et on n'a plus de nouvelles. Et on a Il pris y a une eu nouvelle. une histoire très. Il y a quelques années en Géorgie, Géorgie, États-Unis, Atlanta, pas la Géorgie, Caucase, où il y Oui, en aurait aussi. Donc, deux policiers qui ont annoncé qu'ils avaient récupéré un cadavre de Bigfoot. oui, Un certain Ivan Marx, qui est un de ces, comme tu dis, effectivement. Euh, farfelus, etc., est arrivé. Il a emporté le cadavre. Et deux policiers ont eu d'autres ressources apparemment que d'exhiber un déguisement de gorille acheté dans le commerce, placé dans une glacière avec de la glace. Bon, c'était complètement ridicule. Et ils ont perdu leur emploi quand même. tiens, tu me Alors, parles. Oui, vas-y. Tu me parles justement de cadavres. bon, Eh bien, moi, ça m'amène tout à fait à penser à un de tes dossiers préférés, je vais dire, qui est l'homme congelé. Le cadavre de Bigfoot dans la du glace, ou Minnesota. de l'homme du Minnesota, exactement. Est-ce que tu peux nous rappeler, certains sans doute le connaissent, connaissent l'histoire, la connaissent, mais est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les circonstances de cette découverte dans l'année et les circonstances de la découverte en question, pour bien introduire le sujet? Alors, si on parle du livre de Bers, l'homme de Néanderland, lui a été invité à voir, cherche, je sais pas si on verra. Est-ce qu'on voit non, non, c'est. L'écran. Mais non, Est-ce qu'on voit là non, pour le moment, on voit rien. je crois Non, qu'on ne doit pas le voir. non, 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 ça ne marche pas. non, ça marche pas Bon, pour le moment. Ah, bon tant pis.
dis-moi, donc, cette affaire. Alors, Donc, voilà. Bernard Revelmans, est-ce qu'on sait un peu qui est Bernard Revelmans? Est-ce qu'on Oui, sait un peu normalement, qui est Bernard Revelmans? Je ne sais pas bien à qui je m'adresse là. normalement, on sait qui c'est. Oui. Dis-moi, alors, est-ce que Heuvelman se trouvait donc à New York à ce moment-là? Voilà. Avec accompagné d'Ivan Sanderson, autre cryptozoologue vedette, autre initiateur de la cryptozoologie. Un coup de fil. À mon avis, Sanderson devait déjà être au courant, il ne l'a pas dit à son camarade, qui les invite par on disait une espèce de Yeti, qui se trouvait dans le Minnesota, donc à plusieurs milliers de kilomètres. Je ne sais pas quelle est exactement la distance entre le New Jersey, c'était pas exactement New York, c'était le New Jersey et le Minnesota, mais enfin, ça fait quelques milliers de kilomètres. Ils y sont allés et ils ont vu dans la glace, effectivement, un D'après ce que cadavre qu'ils ont c'était en hiver, il y pu avait de la neige. C'était examiner, pas. photographier pendant des heures. J'entends mal du coup. Oui, mais Qu'est-ce moi, qui je se ne dis passe? rien, je te laisse parler. Je te laisse Est-ce parler. qu'on entend? Moi, je t'entends, mais il y a Ah, pardon. des coupures. Donc, ils ont pu l'examiner. Ah bon, Allô? il Oui. y a quelques. Bon, donc ils ont pu l'examiner. Oui, Ce que tu peux faire, on peut peut-être essayer de voir en coupant l'image, ton image, en essayant de sortir de là. Ça peut peut-être j'enlève la résoudre. caméra. Oui, on coupe la caméra. Voilà. On entend mieux maintenant. Est-ce qu'on entend mieux, à défaut Oui, de me voir? pour l'instant, c'est parfait. Ah bon. Euh, donc, ah ben, du coup, j'ai pu faire attention à mon image, c'est bien. Donc, ils auraient pu l'examiner pendant des heures, le photographier, etc. Et Bernard Revelmans en a conclu que ce qu'il voyait, c'était un homme de Néandertal. Alors, Oui, problème, le, Frank Hansen, l'homme qui détenait ce cadavre, disait qu'il avait des comptes à rendre à un mystérieux propriétaire, entre guillemets, et qu'il ne pouvait pas faire n'importe quoi. Et en fait, d'après ce qu'il a dit par la suite, c'est une histoire très compliquée pour ceux qui, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont lu le bouquin de Velmars, et encore, il ne dit pas tout. Euh, Alors, raconte-moi un petit peu ce que, quand ils ont interviewé Hansen, qu'est-ce que Hansen leur a raconté? À l'époque, il prétendait que le cadavre a été trouvé dans un iceberg, Mhm. quelque part au large de l'Asie, et donc que c'était la glace d'origine. Ouais. Ce n'était pas vrai parce qu'en fait, il a pu être prouvé facilement que la glace était artificielle, c'est-à-dire c'était bien de l'eau, bien sûr, mais elle avait été rajoutée à bien après. Tout à fait. Et Heuvelman explique dans son livre la différence entre de l'eau qui gèle naturellement et de l'eau qui gèle dans un congélateur. Elle ne gèle pas de la même façon. Voilà. Voilà. Alors, Et, Hansen, donc, ça c'est la première version d'Hansen, hein, le bloc de glace trouvé par un chalutier japonais, je crois. Hein, oui, enfin bon, oui. il va donner une deuxième. Il y a aussi donné une version sur Hong Kong, je ne sais plus très bien les détails d'ailleurs. Mais enfin, à l'époque, il voulait surtout. La version de l'iceberg avait un avantage, c'est qu'il pouvait prétendre ne pas n'avoir jamais su ce que c'était vraiment, Mhm, puisque c'est toujours dans la glace d'origine. Donc, mhm. Le parce que problème, le, un autre problème, c'est que le bonhomme congelé avait été tué par balle, apparemment. Ça se voyait encore à travers la glace. fait. Il avait même reçu une balle dans la tête, un œil avait été éjecté. Tout à fait. Mais Donc, la question qu'Hansen et s'il est, la question à laquelle Hansen ne répond pas, c'est comment du bloc de glace, lui, il a pu récupérer le cadavre. Est-ce qu'il répond à cette question? euh, Comment pas que je me souvienne, non, il est très vague là-dessus. Ah, Où Evelmars ne l'a pas reproduit. Bon, de toute façon, c'était une histoire, un paravent.
D'accord. Une couverture. Tiens, j'en profite. La deuxième histoire, c'était qu'elle avait été tuée au Vietnam. La créature avait été tuée au Vietnam. Alors ça, c'est une déduction qui pour moi est illusoire de Heuvelmans. C'était 1969-70, c'était pendant la guerre du Vietnam. Hansen était un capitaine et un aviateur de l'US Air Force. Oui. Et il pilotait non pas des chasseurs bombardiers, mais des transports jusqu'au Vietnam. Oui. Or, il y a des témoignages de bons hommes poilus au Vietnam. Ça devient plus difficile de dire où il n'y en a pas, tellement il y en a un peu partout. Et donc, Bernard Heuvelmans a monté, à mon humble avis, tout un roman pour expliquer que Hansen avait obtenu ce cadavre, qu'il l'avait fait passer par une filière qui servait aussi pour faire passer de la drogue. Donc, il y avait beaucoup de choses délictueuses et que donc, il voulait absolument obtenir une garantie d'impunité avant de livrer son cadavre, ce fameux cadavre, à la science. Ouais. Ça tient la route. Il faut préciser que la garantie d'impunité aux États-Unis, ça se fait, y compris on arrête un sous-fifre d'un réseau d'une bande Mafieux. de gangsters et on lui promet l'impunité, on peut lui promettre l'impunité s'il passe Il à est non- table, s'il dénonce ses patrons. Ouais. C'est, Alors, juridiquement, c'est possible. l'histoire du cadavre qu'on transporte, etc., est une réalité totalement qui a existé. Ça, c'est pas de la blague. Ce trafic de drogue entre le triangle d'or Oui, et les États-Unis a existé. D'ailleurs, je ne sais plus le titre du film. Il y a eu un film, je crois que c'est avec Mel Gibson, qui relate où Mel Gibson est effectivement un officier là-bas au Vietnam et il entre dans tout un trafic comme ça de drogue, mais je ne sais plus qu'il transporte dans ses avions militaires, etc. J'ai vu le film il y a quelques années, mais je n'ai plus le titre en tête de ce film. Mais donc c'est vraiment c'est une réalité effectivement. Là, Wellmans ne fait pas de roman à ce niveau-là, on le sait. là Il y a eu oui, là d'accord. là on le sait. Ce qui est pour moi gratuit et invraisemblable, c'est que Hansen ait profité de ce canal-là. Et quels sont les éléments qui te fait croire que ce soit invraisemblable? Alors, c'est l'histoire suivante que Hansen a publiée avec plus ou moins la complicité de Ivan Sanderson. Il faut dire que pendant tout ce temps, Sanderson est resté en contact avec Hansen. Oui. Et donc, il a raconté une autre version que celle que Evelmans reproduit en détail dans son livre, d'ailleurs. Oui. Hansen raconte qu'au cours d'une partie de chasse dans le Minnesota, dans un endroit, dans un marécage qui se trouvait à ce moment-là gelé, c'était en octobre, je crois, 1963. Donc il s'est un peu égaré et il est tombé sur il appelle ça des choses, Mm-hmm. dont le futur Iceman qui était encore vivant, qui était en train de d'étriper un cerf. Mm-hmm. Enfin, on peut penser à un jeune cerf, parce que un cerf, c'est quand même gros. Oh non, non, parce que s'il s'agit, non, non, si la traduction, Même un cerf de vieux. si c'est deer, ça signifie là-bas, c'est pas un cerf, c'est ce qu'on a, oui, c'est un cerf, c'est le cerf de Virginie probablement, C'est ce qu'on peut penser, à queue blanche. il est un peu plus gros que notre chevreuil, donc c'est pas vraiment un gros animal, hein, le cerf de Virginie. Hein. Moi, j'en ai vu des dizaines au Texas. J'ai vu son cousin qui est le cerf mulet ou cerf à queue noire en Colombie-Britannique. C'est un peu plus gros que notre chevreuil, mais c'est à peu près de cet ordre-là, je vais dire. Voilà. Donc ça, C'est plus c'est petit qu'un cerf de chez nous. non, c'est beaucoup plus petit que le cerf de chez nous. Le deer en anglais. Si c'est un cerf comme chez nous, je vais dire l'équivalent là-bas, c'est le cerf wapiti. Là, ils utilisent le terme elk à ce moment-là, tu vois. Oui, exact, j'en ai vu. Voilà. Donc tu vois, non, si le texte de Hansen dit deer, il s'agit d'un cerf de Virginie, donc c'est pas un gros animal. Voilà, non, non, je vais dire, c'est de l'ordre de grandeur du daim ou du chevreuil, quoi. Hein, voilà.
Donc c'est tout à fait possible que ce soit ça. Voilà. Et donc Hansen raconte que il a été chargé par un de ses, il l'appelle encore une fois chaud, Tix en anglais. Bon, il était en train de chasser, donc réflexe, il a tiré, il l'a abattu. Il explique, oh, tiens, je ne te vois plus. Je viens de m'éteindre parce que ça sert à rien, bon. Je suis dans le fond, c'est pas fort utile. Donc, ben, je vais peut-être la remettre. Non, laisse-toi, c'est bon, laisse. Juste le temps de montrer mon livre. Ah oui, là tu peux, effectivement, oui, si c'est pour. Non, mais le temps d'expliquer aussi. Donc, et puis il s'est enfui. Bon, il a retrouvé son chemin puisqu'il était égaré. Il est rentré chez lui et puis, explique-t-il, quelques semaines après, ça le travaillait, il ne pouvait plus dormir. Il a décidé d'aller voir. Il a retrouvé le cadavre. Il a fini par le récupérer. On peut penser qu'il s'est fait aider, mais qu'il n'en dit pas plus. S'il s'est fait aider, je suppose qu'il s'interdisait de révéler les noms de ceux qu'il avait aidés. Ouais. Qu'il l'a mis dans son congélateur. Ouais. Et dans la suite, il a décidé d'en faire une exhibition, c'est-à-dire le promener dans des foires. Il demandait 10 cents pour visiter. Il avait déjà exposé dans ce cadre-là le tout premier modèle de tracteur américain. En Amérique, ces choses-là, c'est des reliques. Oui, tout à fait. Donc, il avait une expérience de ce genre d'activité. Et pendant quelques années, il a baladé son cadavre à travers les États-Unis et même du Canada. Et il a eu un problème pour revenir du Canada parce qu'on lui cherchait des ennuis à la frontière. Mais c'est quand même. Effectivement, tu te souviens, il était marqué sur son attraction homme préhistorique des temps médiévaux. Oui, non. Comme le dieu Velmar, c'était très naïf et il était certainement parfaitement conscient que c'était très naïf. Mais il y avait aussi le mot illusion. Tout à pour fait. dire qu'on ne savait pas ce que c'était. En fait, c'était manifestement des garanties juridiques pour ne pas être accusé de meurtre le cas échéant, pour essayer d'éviter ça. C'est là que la première grave erreur de Velmar, ça a été de sous-estimer cette crainte de Hansen. Velmar écrit quelque part, bon, il n'y avait pas de quoi fouetter un chat et encore moins le capitaine de l'Air Force. Ouais. La justice américaine, c'est quand même quelque chose. Elle a quand même inquiété plusieurs présidents successifs des États-Unis. Y compris le dernier en date. Y compris le dernier en date. Voilà. Donc, il expliquait que tout ce qu'il demandait, il ne demandait pas des sommes astronomiques. Il demandait une garantie d'impunité. Il n'a jamais eu cette garantie d'impunité. Ben, Velman n'était pas en mesure de le lui donner, étant donné comme il n'était pas en mesure de le lui donner. Voilà, c'est tout. Donc, il n'y avait que les instances officielles ou une instance officielle américaine qui aurait pu le lui donner, que ce soit une institution connue comme la Smithsonian ou éventuellement le FBI ou n'importe quel service de police. Je ne sais pas à quel niveau ça se décide. Oui, voilà. Mais, ou un juge. Mais je sais que c'est possible de garantir par avance une impunité à quelqu'un aux États-Unis. Oui, sous avec certaines conditions, effectivement. Tout à fait, tout à fait. Comme tu dis, à condition qu'il dénonce ses complices, ses patrons. Par exemple. Par exemple. Ouais, tout à fait. Ou du moins une réduction de peine, ou voilà, en cas où il dénonce. D'ailleurs, on voit ça dans les films, effectivement, on voit ça dans les feuilletons, dans les séries et dans les films. Oui. Voilà. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu pourrais encore dire sur l'homme congelé surtout, ce qui m'a vraiment propulsé dans la cryptozoologie active, et d'ailleurs, bon, je remets la caméra, j'espère que ça ne va pas trop brouiller le son. Oui, bon, ça nous vaut juste pour montrer ça. Donc,
Bon, alors, je ne sais pas si on voit le dessin sur la couverture. Ah, Il vient du Pakistan, le dessin. oui, c'est un dessin qui vient d'ailleurs des dossiers de Jordi Magraner, hein. C'est C'est ça. tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur ces hommes sauvages d'Asie Attends, je voudrais quand même conclure celui Tout à du fait, Minnesota quand même. tu as raison. Oui, vas-y. Et donc, je me suis aperçu d'abord que bon, Evenmans a refusé absolument de croire à la version du Minnesota. Il dit ne serait-ce que parce que bon, on n'en signalait pas. Ben, depuis, on a beaucoup signalé. J'ai correspondu un moment avec on appelle ça un Bigfooter, quelqu'un qui se passionne pour les Bigfoot et qui les recherche. Mike Quast, bon, c'est un habitant du Minnesota, donc qui a vu depuis la voiture de ses parents dans son enfance un bonhomme bizarre dans la campagne. Et ensuite, il s'est passionné pour ça. Il a recueilli des témoignages. Il est même allé, il a même correspondu un peu avec Frank Hansen, donc le forain en question. Je crois même qu'il est allé le voir. Et donc, il a signalé des tas de témoignages. Donc, il y a aussi des Bigfoot dans le Minnesota et dans des États bien plus invraisemblables encore, comme l'Ohio. Oui. D'une manière Alors, générale, la région des Grands Lacs a l'air d'être bien riche en histoire de Bigfoot. Alors, moi, ce qui me dérange, entre guillemets, quelque part, c'est qu'on parle effectivement de Bigfoot, et moi-même, je sais de quoi il s'agit, mais peu importe. Enfin, je sais de quoi il s'agit parce que j'ai découvert moi-même, je l'ai déjà dit plusieurs fois, des empreintes, etc. Donc, Moi aussi, oui, tout à fait. Donc, mais en ce qui concerne l'homme congelé, il ne s'agit pas d'un Bigfoot. Tel qu'on le décrit traditionnellement, il n'a pas 2,50 m, il pèse pas 300 kilos. il Euh, y a, non, il y a aussi des Bigfoot à taille humaine. Même dans les témoignages de Californie et autres, ils ne sont pas tous gigantesques. On trouve toutes les tailles. On en trouve même on s'est même demandé s'il n'y avait pas aussi des nains. oui, mais quand je dis que D'autre part, il y a un aspect sur l'Iceman du Minnesota, c'est que Velmar, ce qu'il décrit en détail, parce qu'il a eu tout le temps d'examiner derrière sa glace, oui, explique quelque part que son sexe paraît immature. À jamais, il ne se pose la question est-ce qu'il avait fini sa croissance. oui, Il oui, c'est envisage des choses beaucoup plus tordues comme un hybride d'homme et de gorille, pour dire que c'est très peu vraisemblable. oui. Ne se demande jamais est-ce qu'il était adulte, Mais la alors question, même qu'il avait un sexe qui apparemment était immature. alors, c'est bien là que je venais sur la question. Les questions de taille, effectivement, est-ce qu'on n'a pas affaire à des Bigfoot d'âge différents, effectivement, et de sexe différents, que les très grands de 2,50 m, ce soient des mâles et que les femelles aient, par exemple, 2 mètres, 2,20 m, par exemple. Et je pense notamment à Patty, Film de la femelle Patterson. Patterson, du film de Patterson et Gimlin, qui, d'après ce que l'on sait, était une créature entre 1,95 m et 2,10 m, Ça quelque varie chose un peu, oui. C'est euh, de dans cet ces eaux. ordre-là. Oui, tout à fait. Donc, c'est une question qui peut très bien se poser, et surtout qu'il y a eu des témoignages de jeunes Bigfoot, visiblement, d'enfants Bigfoot. Et Et de moi-même, famille Bigfoot. Moi-même, j'aurais retrouvé des empreintes de petite taille, qui est pas loin d'empreintes de grande taille. Donc, visiblement, effectivement, et ce serait tout à fait normal d'ailleurs, hein, qu'il y ait des enfants Bigfoot, ce serait tout à fait normal. On ne naît pas en ayant une taille de 2,50 m quand même. Non. Donc, Ah. et c'est À part les baleines. oui, et c'est ça qui, moi, c'est et tu seras peut-être de mon avis, c'est un élément du dossier qui rend ce dossier crédible pour moi. Si on n'avait que des témoignages de Bigfoot de 2,50 m, ça poserait un problème. Tout à fait. Donc, tout à fait, tout à fait. Bien, alors, Hansen, il reste sur Donc, cette... Oui, non, ce qui m'a le plus fait le titre, je rappelle cette histoire de cerf éventré
que j'ai retrouvé l'article initial, il est d'ailleurs en ligne sur Internet. Velmars a reproduit la plus grande partie, il n'a quand même pas reproduit le début où il dit qu'il est que normalement il aurait dû être fêté dans le monde entier comme le découvreur, etc., etc., et que pas du tout. On sait que Je n'ai plus le texte exact. Enfin, Velmars a traduit correctement le texte et il explique que pour lui, cette histoire de cerf, c'est du grand guignol. Or, or bien des années après, on s'est aperçu dans cette même région des Grands Lacs que les Bigfoot avaient vraiment l'habitude de prendre des jeunes cerfs, de les sortir les tripes pour atteindre le foie. oui. Pour pouvoir consommer le foie, et ce plutôt en automne, et c'était aussi le cas pour le fameux Iceman. Oui, oui. Alors, il dit effectivement, il a raison que dans le foie, on trouve énormément de vitamines, d'éléments, de fer, voilà. de toutes sortes. Alors, Et d'ailleurs, je sais alors que il y a une page qui doit toujours être en ligne sur le site, sur un des principaux sites Bigfooters des États-Unis, le bfro.network. c'est point net, C'est point bfro.net. .net, d'accord. C'est point .net, ok. Alors, bfro.net, avec ça, on peut trouver cette histoire de l'enquête de quelqu'un qui s'appelle Matt Moneymaker, qui a Oui. trouvé dans l'Ohio, dans Pennsylvanie, dans l'Indiana aussi, je crois, des tas de témoignages de gens qui avaient vu des cerfs qui avaient été pris par des Bigfoot et qui avaient été effectivement aussi étripés. Oui, et d'ailleurs, regarde, ça me fait penser à autre chose. Alors, entre guillemets, Moneymaker, c'est le patron du BFRO, c'est le président. Voilà. Voilà. Alors, ça me fait penser Voilà. à un autre cas que tu connais peut-être, c'est qui a été, à mon sens, erronément attribué aux ovnis. Ce sont le bétail qu'on a retrouvé massacré. Les mutilations de bétail, bon, ça, c'est encore un dossier assez complexe. Bon, y compris pour étriper, sortir apparemment tirer le foie. Bon, Alors, il y a moi, aussi des veaux qui ont été traités de cette même façon, oui. Alors, bon, dans le temps, on attribuait ça à des expériences extraterrestres et tout. Mais moi, on l'attribue effectivement couramment à des. Il y a toutes sortes d'histoires qui. mais moi, Bon, je il y me a dis, on ne peut pas tout attribuer à Bigfoot ou à ses équivalents ailleurs non plus. je ne sais pas, mais moi, je me dis que ces bestiaux, ce bétail mutilé, moi, ça me fait plus penser au dossier Bigfoot qu'à tout autre type de dossier, hein, en ce qui me concerne, quoi. Moi aussi, les choses qui sont quand même difficiles à concilier, qui peuvent aussi être inventées ou que sais-je. Oui, oui, bien sûr. Et bon, pour continuer avec les prédations de cerfs en automne par des Bigfoot, eh ben, on a trouvé dans l'ouest de la France, je crois que c'est au Pradel en Charente, ou un site néandertalien récent, on s'est aperçu que les Néandertaliens d'il y a peut-être 50 000 ans, je ne sais plus, avaient aussi l'habitude d'attraper des jeunes cerfs, plutôt des femmes, en automne, et notamment ils brisaient les ossements, manifestement pour en tirer la moelle. Bon, on ne sait pas s'ils tiraient le foie aussi comme les Bigfoot, mais on sait que les Bigfoot aussi pouvaient écraser les ossements, les tibias fémurs, etc., pour sortir la moelle qui est une source de je ne sais plus quel nutriment, oligo-éléments ou autre, je ne sais plus. Enfin, ça aussi, Moneymaker détaille ça dans son article. Oui, tout à fait. Et donc même Néandertal chassait le cerf en automne. Et autant que je sache, le premier à avoir décrit une chasse, une prédation de cerfs par des Bigfoot en automne s'appelle Frank Hansen. Alors moi, je me dis que ça tient la route quelque part, mais ça je peux vérifier l'information, parce que l'automne, le cerf se prépare à l'hiver. C'est ce que Moneymaker explique aussi.
Voilà. Mais j'ai pas lu l'affaire, effectivement, mais j'ai pas lu ce que Moneymaker a écrit, mais je sais que le Ah, cerf. c'est passionnant son enquête. Ah, mais j'irai la voir. Mais non, effectivement, comme le cerf se prépare et doit accumuler des réserves pour l'hiver, Voilà. ben voilà, ça tient On tout à fait la l'explique route. aussi comme ça pour Néandertal. Oui, Mais ça on tient, l'a trouvé bien après pour Néandertal. On l'a ça trouvé tient la, d'abord pour Bigfoot. ça tient la route, tout à fait. Alors, autre chose, dossier de l'homme, des hommes sauvages d'Asie, Pakistan, Oui. Afghanistan, Caucase, etc. On n'a pas Et affaire. Sibérie. Sibérie, alors là, la Sibérie, moi, ça me pose un problème, je t'expliquerai après, mais tu me donneras peut-être une piste. Parce que on a affaire, dans le cas des hommes sauvages d'Asie, d'autres choses, c'est pas du Bigfoot. C'est En déjà, bon, si on pense au Pakistan ou alors à Laurent Pendek en Indonésie, Ça, c'est Sumatra, je peut-être crois. encore à part. C'est Ça, nettement plus petit que Bigfoot déjà, ce serait peut-être un anthropoïde, en fait, plutôt. pour Peut-être. Laurent Pendek, tu veux dire. Peut-être orang-outan ou gibbon, peut-être, hein, ou quelque chose de cet Ah, c'est ordre-là. possible. Exact. Mais en ce qui concerne, non, les hommes sauvages du Pakistan sur lesquels McGraner a travaillé jusqu'à Bon, son et de alors, l'autre Kaufman, Marie-Jeanne Kaufman et consorts dans le Caucase, il me semble qu'il s'agit de la même espèce. À ton avis, il me semble que ce sont déjà dans le coq, il y a pas forcément une même espèce à chat. C'est les almastis, c'est nettement plus grand que le barmanou du Pakistan, autant que je sache. En général, je suis pas persuadé. Alors, j'ai un jour posé la question parce qu'il y avait des témoignages qui me semblaient un petit peu curieux dans le Caucase, où certains témoins parlaient de crocs. Alors là, oui, ça c'est bon, un truc qui me gêne. J'avoue que effectivement, ça me j'ai gêne. du mal. Ça, Personnellement, j'ai du mal avec ça. moi, j'ai du mal aussi. Alors, j'ai posé la question à Marie-Jeanne un jour. Est-ce qu'il n'y aurait pas plusieurs espèces, plusieurs hommes sauvages, types d'hommes sauvages, je ne vais pas parler d'espèces, je vais dire types d'hommes sauvages dans le Caucase. Elle ne m'a pas dit que c'est non. Elle ne m'a pas dit non. Donc voilà. Est-ce qu'on aurait affaire à deux espèces ou voire trois espèces différentes dans le Caucase en tout cas? Pour moi, la question reste ouverte à ce niveau-là, quoi. Hein. Alors, bon, Je signale quand même que déjà dans les années 1950, quand on a commencé à s'intéresser aux Yétis, à la suite de la découverte des traces comment il s'appelle ah, Bourtsev, euh, non, oui, pardon. pas Bourtsev. Non, je parle de Yéti. Oui, Shipton. La fameuse photo de trace qui a fait le tour du monde, très bizarre d'ailleurs. Quand on a vraiment commencé à s'intéresser aux Yétis, d'entrée de jeu, on a identifié trois espèces dans la seule région au sud de l'Everest. Oui, oui, et Sanderson le reprend dans son ouvrage d'ailleurs. Oui, voilà. Il y Tout avait à fait. de Chuti, le Zeti, de Yeti, et le Telma un peu plus bas dans les jungles. Oui, tout Et à tout fait. ça dans une région très limitée. Tout à Et fait. dès qu'on a commencé vraiment à s'intéresser à ce dossier, à la suite des expéditions himalayennes. Alors viens, Bon, oui, la trace, j'ai retrouvé le nom, c'est Shipton, bien sûr. c'est ce que je viens de dire, Eric Shipton. Alors j'ai Eric retrouvé Shipton, voilà. justement il y a quelques jours, mais je ne l'ai pas ici sous les yeux, un texte qui reprenait sur un site, mais je vais le retrouver, bon, qui reprenait effectivement le témoignage de Shipton et de la découverte des empreintes, du moins de la piste là, parce qu'il n'y a pas eu que 7 empreintes, il y a eu une piste à un certain moment aussi. Oui, Euh, où les Sherpas ne l'identifient pas comme étant un ours, effectivement, et ils découvrent à d'autres moments des empreintes d'ours, et les Sherpas disent ça c'est un ours, mais là il reste muet, et en tout cas il dit bien, effectivement, c'est pas Shipton qui a écrit le texte, je ne sais plus qui, mais bon, c'est un de ses compagnons,
et dit qu'effectivement, il compte sur le fait de la déformation, en disant que ces empreintes ont déjà ne sont pas de l'heure, hein, n'ont pas été faites dans l'heure, Oui. et il dit effectivement, il a tout à fait conscience qu'il peut y avoir une déformation due au dégel et au regel de la neige. Voilà. Donc ça, là, il est tout à fait conscient dans ce texte. Hein, voilà. Bon. Alors, c'est vrai que ces empreintes sont aussi décriées, l'empreinte de Shipton en question, qu'il l'aurait un peu chipoté. Oui. Bon, Bon, j'en sais pas bon. plus rien. J'en sais pas plus, quoi. Hein. J'en sais pas plus. Bien. Question encore. Moi, ce qui me dérangeait également, c'est qu'on entend parler de Bigfoot en Sibérie, de Bigfoot dans l'Oural, de Bigfoot Oui. un petit peu partout. Alors, est-ce que c'est un abus de langage ou bien est-ce qu'il y a vraiment des Euh, hominines de grande taille qui seraient différents du Barmanu et et de l'homme sauvage du Caucase, de l'Almasty? alors, je remets la caméra pour voir une bonne référence. Je ne sais pas si on voit bien celui-là. Ah, si je, Ne le non, bouge il pas. était bien à l'endroit. Voilà, laisse-le. Ouais, on le Je voit. vais essayer de ne pas bouger. Ouais, l'homme des neiges, ouais, tout à fait. Et ce sont des ouvrages qu'on peut, le tien comme celui-là, on peut encore le trouver, je suppose, sur Amazon. Sinon, moi, D'accord, le oui. tien, Oui, très régulièrement, on je le cherche, trouve on dans peut le des, trouver, oui. dans On peut le commander sur Internet, oui, ça se trouve. ton ouvrage, je le trouve très régulièrement dans des bouquineries. Bien sûr, comme j'en ai des exemplaires chez moi, j'ai pas acheté tous ceux que je rencontrais, mais Bien j'aurais pu. sûr. J'aurais pu. Non, ton ouvrage est et celui-là, je crois que je l'ai trouvé une fois ou deux dans une bouquinerie également. Euh, Voilà. voilà. Mais on peut le commander aussi. On peut le commander. Je crois qu'il est il reste disponible. Et donc, effectivement, il y a aussi des témoignages dans le Caucase, même en Russie d'Europe. Le plus affolant, si je puis dire, se trouve à 137 km de Moscou. Ça, on en parle dans une forêt quand même, mais à 37 km de Moscou, ça paraît un peu. Ça, Oui. bon, c'est un peu indigeste, j'avoue. Alors, il y a eu mieux C'est parce pour que ça. Marie-Claire, on lui avait ramené des renseignements venant de la région de Saint-Pétersbourg. Elle n'y croyait pas du tout, mais après, elle m'a dit, j'ai eu suffisamment d'éléments qu'on m'a rapportés pour que j'y croie, qu'il y a des choses qui se Ah passent au bon. Saint-Pétersbourg. Alors que c'est une région dont tous ces bois sont des bois qui sont hyper fréquentés par les gens puisqu'ils vont cueillir les champignons. Les gens de l'Est sont beaucoup plus Oui, bah, si tu veux, des champignons et beaucoup plus fervents et amateurs de champignons des bois que nous, de notre côté, où on s'en méfie. Eux, ils ont une connaissance en mycologie oui, bien plus grande. d'accord. Donc, donc elle Cela dit dit, il ne s'éloigne pas forcément beaucoup des routes, non, ou au moins mais des sentiers. oui, tout à fait. Mais elle disait que les éléments qu'on lui avait rapportés il y a une 10-15 ans lui, Bah, elle avait été convaincue, en somme. lui l'avait convaincu qu'il y avait effectivement quelque chose à ce niveau-là. Mais savoir si on peut relier cela, c'est Bigfoot, je mets ça entre guillemets, au Bigfoot américain, ça, Oh, ça me pose. il parle de Yeti, il parle de Bigfoot, oui, oui, Il y ils a une, emploient le terme russe Yeshi, il y on a une trouve de grande, tout. moi je C'est une trouve qu'il y a question une de nom. grande terme, hein. Et ça crée des confusions chez les gens, finalement, de mélanger le tout, Yeti, Bigfoot, Almasty, etc., etc. Moi, je trouve que c'est comme à l'époque où on mélangeait gorille, chimpanzé, orang-outan, avec lequel on faisait une très grande soupe là au XVIIIe siècle, début du XIXe, XVIIe siècle, tout ça, on mélangeait tout ça ensemble. L'orang-outan étant d'ailleurs la femelle du chimpanzé, on la décrivait comme telle d'ailleurs. On le décrivait, donc Oui, ça a été une soupe pas possible parmi les grands singes. Hein.
Heuvelman s'en parle d'ailleurs dans son ouvrage, je crois que c'est Les bêtes humaines d'Afrique, où il décrit effectivement toute cette Oui, saga d'identification des grands singes et de toutes les confusions qu'il y a eu. Et déjà, confusion dans le nom, Pantroglodytes. Pour le chimpanzé, troglodytes signifie qu'il vit dans les cavernes, alors oui, que le chimpanzé n'a jamais vécu dans les cavernes. Donc, et la confusion, le terme de pan aussi avait été attribué également à toutes sortes de créatures. Pygmée aussi avait été attribué à toutes oui, sortes de oui. créatures différentes. Donc, il y a dans ce dossier, il y a vraiment une énorme confusion historique parmi tous ces hominidés, je vais dire. Mhm. Bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu peux encore ajouter sur le dossier? Tu parles duquel? N'importe, sur tes Euh, recherches, sur tes déductions, que ce soit l'australien, le yowie australien, on en parlait tout à l'heure. le yowie australien, c'est un problème assez spécifique, assez épineux aussi. Bon, parce que on signale aussi en Australie, comme dans bien des endroits, et apparemment plusieurs espèces de tailles très différentes, toujours la même chose, des bonshommes poilus, costauds, etc. Coupe-moi ta, L'Australie pose quand même Pourquoi, pardon? coupe-moi ta caméra, Euh, on a des coupures de ton côté. Et bon, quand tu ok, coupes la caméra, il n'y a plus rien, c'est bon. voilà. Tu trouves que c'est mieux? Beaucoup mieux. Pour moi, beaucoup mieux. Ah Je bon, ne sais pas soit. si le public, qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'il en pense à ce niveau-là? Ah, moi, le public, je n'entends pas. Non, il écrit. Est-ce que tu as sur le côté, tu as le chat. Normalement, tu dois voir. Le chat, bon, Je suis les réactions d'ailleurs des gens ici. D'ailleurs, s'il y a des questions à chat. poser, Ah, merci n'hésite. pour le. Bon, si. Oui, bon, ah ben, tu aurais pu me le dire plus tôt. Jacques Sedlac, merci pour le livre. Bon, merci Jacques Sedlac, d'accord. Donc, Euh, s'il y a des questions dans le chat à poser à Jean ou sur l'un de l'autre sujet, ouais, n'hésite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah, bah n'hésite. oui. Je découvre le sage. Jacques, c'était temps de me le dire. Écoute, voilà. Soit. Mais donc, bon, le yowie Euh, en question, ça c'est un autre problème, le yowie australien. Donc voilà. Donc ça c'est le yowie australien. Moi, ce qui me pose question, c'est moi j'ai lu le livre effectivement de attends, allez, pas Cooper, comment est-ce qu'il s'appelle encore? je ne sais Euh, plus. euh, Cropper. Cropper. Il est venu d'ailleurs à un des colloques qu'on avait organisé il y a quelques années, Paul Cropper, qui a écrit tout un ouvrage, Yowie d'ailleurs. Et quand tu lis les témoignages des Australiens qui ont croisé ces créatures, il y a d'énormes similarités avec le Bigfoot américain. Dans les témoignages, tu changes les noms des villes et tu transposes tout ça, tu les changes avec des noms américains et tu as exactement le même type de témoignage. Aussi le fait que ils disent que certains Yowie auraient les yeux lumineux la nuit, qu'on voit comme des braises la nuit. Tu as ce même type de témoignage à certains cas aux États-Unis. Et moi, ça me pose un problème parce qu'on a quand Bon, même, on le retrouve aussi en Russie. oui, mais ça me pose un problème parce qu'entre l'Australie et le Canada ou les États-Unis, c'est pas la porte à côté, quoi. Hein. Un. Alors, Et de alors, je deux, peux dire quelque chose. dis-moi, j'attends. Bon, à propos de l'Australie, il y a un cas très particulier. Bon, on a trouvé énormément d'hommes fossiles australiens. Les plus anciens, je crois que c'est 60 000 ans, quelque chose comme ça. Lac, Lac Mungo, sauf erreur. C'était des sapiens. Bon, Oui. comme vous et moi en somme, enfin, ou à peu près. Enfin, en gros, c'était des sapiens. Et puis, 30 000 ans d'espace, on trouve, il y a d'autres. Et puis, vers les 25 000 ans, on se met à trouver
des populations qui mélangent apparemment des sapiens. Quand je dis mélange, c'est au sein de même famille ou dans les mêmes cimetières, puisqu'on a trouvé des tombes. Et il y a des centaines de cas comme ça qui mélangent des traits de sapiens et des traits de, disons, d'Erectus évolué, genre Homo rhodesiensis. Alors, C'est plus ou justement, moins entre les deux et plus ou moins, encore une fois, dans la même tombe, on trouve plus ou moins d'un côté ou plus ou moins de l'autre. Et il y en a des centaines. Alors et ça, apparemment, il y a eu une arrivée par bateau aussi, puisqu'ils sont bien dû arriver par bateau ou par canot ou par pirogue, on ne sait pas trop, de, euh, comme esclaves, comme compagnons, comme associés, comme parasites, je ne sais, comme gibier. En parce même que, temps que des sapiens, il a pu arriver des, apparemment, Erectus évolué, ce qu'on appelle Erectus évolué. Il y en a aussi, bon, il y a ceux de Java qui sont bien connus, hommes de la Solo. oui, Donc, et donc, il y a eu apparemment des mélanges entre les deux, puisqu'encore une fois, c'est la même population. Dans les mêmes tombes, on a une nécropole avec des dizaines de cadavres, de squelettes ce que, plutôt, puisque ça date 20 000 ou 15 000 ans, je ne sais plus, et où les traits sont mélangés apparemment. alors, ce que tu nous dis là, est-ce que ça a été reproduit dans des papiers officiels, dans des articles officiels, ça? Alors, il Euh, y a une page, je ne sais, une page internet qui est toujours en ligne, qui a écrite manifestement par quelqu'un qui s'y connaît et qui détaille ça. Je ne sais pas, son prénom c'est Jim, il a un nom compliqué après. Je peux te retrouver ça, mais je ne sais pas Tout si ça, j'arriverai. envoie-moi. Alors, si tu ne le trouves pas maintenant, effectivement, envoie-moi tout ça par email et je l'enverrai aux gens qui Bien se sont sûr. inscrits ce soir. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. OK? Donc, la page web en question répond à un certain Peter Brown, qui lui est très connu puisqu'il s'est beaucoup occupé c'est un des défenseurs de la spécificité de l'Homo floresiensis. Oui. Bizarrement, il prétendait que les hommes de Chaos Swamp, Oui. Kubul, Dakuri, Cossack, etc., etc. Il y a des dizaines, vraiment des dizaines de sites comme ça en Australie où on a trouvé ces espèces d'hybridation. Oui. Bon, il prétendait c'est purement sapiens, les différences sont purement fortuites. Et la page en question lui répond en disant ben non, il a tort, il y a vraiment un mystère, sans aller jusqu'à parler de Yowie et de choses comme ça quand même. Tout à fait. Bien, bien, bien. Et Bien. donc, oui, ben alors, le Homo rhodesiensis, puisque ça rapproche, lui, on l'a trouvé à l'époque en Rhodésie, c'est devenu la Zambie, Oui. dans un endroit qui s'appelait Broken Hill, qui s'appelle maintenant Kabwe, Oui. donc dans l'exploitation d'une mine. Euh, à l'époque de sa découverte, on lui a accordé 20-30 000 ans parce que c'était vraiment pas du tout fossilisé, très frais. Et depuis, on n'a pas cessé de le vieillir au niveau des 60 000 ans, 120 000 ans. Maintenant, il faut qu'on arrive à 300 000 ans, voire plus. Hmm. Bon, on peut aussi trouver une page écrite par un médecin anglais qui est en fait un créationniste, qui soutient qu'il a été tué par balle. Il y a effectivement un trou qui correspond à un trou de balle dans le crâne. Un trou de balle Et dans le d'après, crâne. oui, bon, orifice d'entrée de balle, oui, bien sûr, trou de balle, je sais, j'y peux rien. Je ne sais pas comment y échapper. Donc, il affirme même qu'il y a l'orifice d'entrée, l'orifice de sortie, qu'il a pu l'examiner, puisqu'il est conservé je crois, au British Museum. Et donc, on a l'équivalent dans des fossiles plus anciens, enfin peut-être plus anciens d'Europe, Heidelberg par exemple, il y en a d'autres. Donc,
Donc là, ça a pu passer à la Russie, ça a même pu passer le détroit de Bering quand il était à sec. Donc qu'il y ait des affinités entre les Yowie australiens et Patty Bigfoot, donc le film de Patterson bien connu, parce que ce Patty, je ne sais pas si je pourrais retrouver ça dans les bouquins de Bayanov. Ce à quoi elle ressemble le plus quand on voit l'image de profil, c'est bien Homo rhodesiensis. Sauf qu'il faut rajouter la mâchoire puisqu'on n'a pas retrouvé celle de Homo rhodesiensis. Mais le profil correspond. Donc qu'il y ait une ressemblance entre les deux, je ne trouve pas ça si extraordinaire que ça. Après tout, il y a bien des sapiens qui, dans les mêmes périodes, ont fait les mêmes trajets et ont occupé les mêmes terrains. Sinon, d'ailleurs, on n'aurait pas su qu'il y a vu Homo rhodesiensis, personne n'aurait le retrouvé, et personne n'aurait retrouvé non plus les fossiles australiens.